Bonsoir à tous, nouveau test sauvage dédié à une série. Mesdames et messieurs, attention à vous, aujourd'hui, on se perd dans The Lost Room. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que je bouffe énormément de séries télé. Peut-être même un peu trop. Mais les séries que je remate, c'est quand même beaucoup plus rare. Or, s'il fallait déterminer laquelle j'ai le plus vu et revu de toute ma vie, ce serait The Lost Room, sans la moindre hésitation. The Lost Room a été diffusé pour la première fois en décembre 2006, et putain, ça fait bientôt 20 ans pile, quoi! Alors, il est de bon ton de préciser un point. D'ordinaire, vous avez deux styles de série. Le plus ancien étant le format épisodique, c'est-à-dire que chaque épisode va avoir sa propre trame narrative. Il y aura potentiellement un fil rouge, mais si vous ratez 2-3 épisodes ou vous les regardez pas dans l'ordre, c'est pas gênant, quoi. Et à l'inverse, nous avons le format feuilletonnant. On va suivre une histoire tout du long de la saison, ce qui veut dire que là, si vous ratez une marche, vous allez dévaler tout l'escalier. Je sais pas si mon analogie de l'escalier est correcte, mais bon. Donc on va inclure dans ce style des séries du genre Game of Thrones, The Sense8, Preacher, voilà. Ça... Et oui, il y a des séries qui apparemment mixent les deux formats, mais là pour le coup j'ai aucun exemple. Là, je me demande si She-Hulk c'était pas justement un mix entre le feuilletonnant et l'épisodique. Je suis pas sûr, faudrait vérifier. Alors le feuilleton ça existe depuis un bail, on va pas se mentir, mais pendant de nombreuses décennies, c'était principalement le format épisodique qui dominait, avant que l'aspect feuilletonnant ne s'impose de plus en plus comme un standard. En tout cas, pour moi, de mon point de vue, le format feuilletonnant est devenu un standard. Mais dans les années 2000, c'était pas encore ça. Je crois qu'une des premières séries qui a vraiment voulu s'approprier le principe, c'était 24 heures chrono. Que perso j'ai jamais vu, mais je me souviens que ça avait foutu tout le monde sur le cul. T'as 24 épisodes, chaque épisode c'est 1 heure, mais ça dure vraiment 1 heure, donc... Alors aujourd'hui ça nous ferait rien, mais à l'époque, effectivement, le format a complètement chamboulé tout le monde, quoi. Ça. Et The Lost Room est aussi, à mon sens, une des premières séries tout public qui se permettait des jurons. Putain de merde! Ouais, là encore, ça a l'air de rien, mais dites-vous qu'à l'époque, contrairement à aujourd'hui, avoir des gros mots dans une série télé, c'était inenvisageable. Alors, si vous connaissez la série South Park, à un moment, il y avait un épisode justement où t'avais un épisode qui était justement centré sur le fait que putain, ils ont dit des gros mots à la télé, quoi. Waouh! Donc tout ça pour dire, effectivement, The Lost Room est une série feuilletonnante. Elle se divise en 6 épisodes, et faut tout suivre d'un coup, quoi. Enfin bon, ça c'était le cadre, le contexte. Passons maintenant à la série elle-même. The Lost Room se concentre essentiellement sur le policier Joe Miller et sa fille de 8 ans, Anna. Sauf que suite à un cambriolage particulièrement étrange, voilà que l'inspecteur se trouve en possession d'une clé de motel. Un indice pour une enquête? Oui, mais pas le genre que vous croyez. Car en testant cette clé dans une serrure, Joe se rend compte qu'elle permet d'accéder à une chambre perdue dans une dimension parallèle. Et une fois que vous y êtes, ça vous permet de vous rendre n'importe où dans le monde, du moment qu'il y a une porte. Quoi, vous trouvez ça compliqué? Attendez, on commence à peine. Dans cet univers existent les objets. Des trucs et des machins, indestructibles et dotés de facultés particulières. Et je pense que c'est la seule série au monde où un stylo bille est aussi effrayant. Ça, ou le ticket de bus. Je vous condamne à l'enfer! Qui, s'il entre en contact avec votre peau, vous téléporte sur une route abandonnée au Nouveau-Mexique. Alors, tous les objets n'ont pas des capacités dangereuses, certains sont même très spécifiques, genre le poste de radio. Il vous fait grandir de 7 cm si on le règle sur la bonne station. Ou le parapluie. Tu fais croire aux gens qui vous connaissent. Ou la montre bracelet. Qui permet de cuire des œufs. Pourquoi ces objets sont si étranges? On ne sait pas. Pas vraiment en tout cas. Et c'est ça le plus intéressant, c'est que pour les personnages comme pour le public, il y a énormément de théories, mais pas beaucoup de certitudes. C'est pour ça qu'on a plusieurs factions, certaines plutôt religieuses, du style de l'ordre de la réunification, et d'autres plus pragmatiques comme les collectionneurs ou la Légion. La série se termine en 6 épisodes de 40 à 45 minutes chacun, et offre une conclusion très appréciable à l'univers, ainsi qu'une fin ouverte, ce qui aurait autorisé la création de saisons supplémentaires. Malheureusement, le succès n'a pas été au rendez-vous, et ce malgré d'excellentes critiques. Pire encore, un projet de comic book reprenant l'histoire aurait dû également voir le jour, avant d'être à son tour définitivement annulé en 2013. Alors, qu'est-ce que je pense de The Lost Room? Je l'adore, elle m'a marqué comme pas permis quand elle a été diffusée, elle a été une véritable claque pour mon imaginaire, le jeu d'acteur était majoritairement très bon, et franchement, même aujourd'hui,
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui réussissent à avoir un univers aussi étrange, original et captivant. Et pour ceux qui viendraient dire oui mais c'est vachement déjà vu en fait, hein, c'est pompé sur la fondation SCP. La fondation SCP a été créée après The Lost Room. Et pour avoir rematé la série pour ce test, elle est hyper cohérente. La logique de la chambre et des objets sont clairs et réfléchis de bout en bout. Pour comprendre comment les choses fonctionnent, les protagonistes doivent faire des expériences et des déductions. Ensuite, la plupart des personnages sont, à mon sens, particulièrement bien écrits et globalement assez gris. Hein, entre la Fouine, Creutzfeldt, ou encore Jennifer, hein, qui, du moins pendant le début de la série, a un rôle assez trouble avec la Légion. Enfin, du moins jusqu'à l'épisode 4. La petite Anna, incarnée par une toute jeune Ellie Fanning. Et oui, c'est bien la même meuf qui joue dans Predator Badland. Bonne chance pour la suite. Qui réussit à être touchante, amusante, curieuse et intelligente, sans pour autant être le cliché de l'enfant génial ou de la petite peste. Et je kiffe le personnage de Wally joué par Peter Jacobson. Wally, c'est le comic relief, c'est le mec qui est censé être là pour vous faire rire. Sauf que, il n'est pas là juste pour ça. Il a beaucoup de connaissances sur les objets, et il est même très utile pour les héros à plusieurs reprises. Après, la série a-t-elle des défauts ? Malheureusement, oui. Alors, je vais pas beaucoup insister sur les effets spéciaux, parce que, pour moi, majoritairement, ça passe encore très bien aujourd'hui, mais il y a quand même quelques fonds verts assez visibles. Ça, ou un grand brûlé dont tu vois très clairement les bords du maquillage qui se décollent. Et si vous aimez les trucs ultra chiadés en termes de mouvement de caméra, vous allez vous emmerder. C'est vraiment une réalisation assez lambda, limite plan-plan. Donc il y a assez peu d'audace au niveau visuel. Et si dans l'ensemble je trouve le jeu d'acteur très bon, il y a malheureusement quelques séquences où ça correspond pas tout à fait à ce que le personnage devrait ressentir, ou même si ça reste assez minoritaire. Et pour ce qui est du fond, il y a aussi malheureusement quelques anicroches. Déjà, le personnage principal est à mes yeux moins intéressant que son entourage. Alors oui, c'est un type bien, mais on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un archétype de héros altruiste qui réussit tout mieux que tout le monde. Non, attendez, chaque fois qu'il y a des énigmes, le gars a l'air d'être le seul capable de recoller tous les morceaux, alors qu'à côté, t'as des gus qui traquent les objets depuis des décennies et qui sont pas foutus d'additionner 2 et 2. Ce qui donne la sensation que t'as des passages qui se résolvent un peu trop facilement, quoi. Ce qui est pas arrangé par le fait que fallait tout condenser en seulement 6 épisodes. J'ai pas non plus cru au retournement psychologique du légiste. C'est le mec qui devient un ennemi, mais sans véritable raison en fait. Qu'un type devienne obsédé par les phénomènes surnaturels et que du coup ça ait un impact sur sa personnalité, d'accord, ça c'est pas un problème. Mais enfin de là à faire certaines de ses actions, c'est pas hyper crédible quoi. Pour moi c'était un peu trop radical et surtout beaucoup trop rapide. Et le fameux épisode 4 qui te sort une romance mais qui t'a aucun intérêt, c'est le truc, elle sort de nulle part. C'est à tel point que je me suis dit c'est pas possible, ils ont mis la romance pour mettre une romance. Pour moi, il n'y a pas vraiment de logique à cette scène de cul. En fait, tu te dis, c'est juste, t'as vraiment l'impression que c'est, oh, on a un couple de héros, faut qu'ils ken, hein, ça. Mais le problème, c'est que les persos, ils ont pas suffisamment d'alchimie pour que ça matche entre eux. Qu'il y ait de l'empathie, on peut comprendre, mais c'était pas suffisant pour ça, quoi. Et comme je l'ai dit plus tôt, le personnage de Jennifer travaille pour une faction. Quand j'ai revu l'épisode, je me suis dit, en fait, elle va essayer de coucher avec lui pour le manipuler ou lui voler la clé. Pas du tout! C'est rien à voir! Elle est vraiment tombée amoureuse du gars comme ça, voilà, parce que, voilà. Mais en dehors de ses défauts, The Lost Room a été pour moi une des séries les plus novatrices, les plus originales et les plus fondamentalement mieux foutues qu'on ait pu réaliser pendant les années 2000. Et je persiste à dire que, malgré ses quelques défauts, elle aurait mérité qu'on creuse davantage dans son univers. Parce que c'est ça le plus frustrant. Alors oui, techniquement, l'intrigue principale de la série est terminée, mais il y avait plein de choses qui étaient mises en place et qui étaient prêtes à prendre la suite dans des nouvelles saisons. Bref, cette série a un putain d'énorme potentiel. Et même si elle ne revient jamais d'entre les morts, regardez-la, découvrez-la, partagez-la. Et je crois très sincèrement que vous ne serez pas déçus. Et voilà! Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur The Lost Room. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Peut-être même un peu trop. Peut-être même un peu trop. Peut-être même un peu.
peut-être même un peu trop. Mais des séries que je remate, c'est quand même... Or, s'il fallait déterminer laquelle j'ai le plus vu et revu de ma vie, de toute ma vie, ce serait The Lost Room, sans la moindre hésitation. Sans la moindre hésitation. Sans la moindre hésitation. Ça va pas vous poser des masses de problèmes de ça va pas vous poser des masses de problèmes de compréhension. Ça va pas vous poser beaucoup de problèmes de compréhension. Et je pense que c'est la seule série au monde où un stylo Bill oui, c'est bien sûr. Je l'adore, elle m'a marqué comme pas permis, elle m'a marqué comme pas permis quand elle a diffusé. Pour comprendre comment les choses fonctionnent, les protagonistes doivent faire des expériences et des dégustations. Et il est hyper... Pourquoi je veux dire il est hyper utile? Je vais boire un coup parce que je commence déjà à avoir mal à la gorge. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. T'as l'impression de te dire... Ah non, il y a un pro... déjà on a un couple. Et comme je l'ai dit plus tôt,